Le sport a cela d'unique. Il permet de vivre des émotions qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. À travers des épreuves sportives issues de tout sport et de tout niveau, j'aimerais te faire partager ma passion. Ferme les yeux, ouvre les oreilles et replonge dans ce moment magique. Bienvenue sur mon podcast « Laisse-moi te raconter ». Les kilomètres passent et les trois Anglais mènent un train d'enfer. Le peloton commence à s'étirer. À mi-parcours, le Sud-Africain Charles dépasse tout le monde. Sa foulée, bien supérieure à celle des autres, ne laisse aucune chance à quiconque de réussir à le suivre. Laisse-moi te raconter, Dorando premier et pourtant dernier. Souvent, dans mes histoires, je rends hommage à ceux qui ont connu la victoire. Normal, me direz-vous. Oui, mais qu'en est-il de ceux qui arrivent derniers ? N'ont-ils rien à raconter ? Pas tout à fait. À travers deux histoires que pourtant tout sépare, l'époque, la discipline ou encore la manière dont se sont déroulées les choses, je vous propose de vous mettre à la place des derniers une fois n'est pas coutume. Et vous verrez que là aussi, il y a plein de choses à dire. Lorsqu'on parle des Jeux Olympiques et qu'on fait référence aux épreuves antiques, une course nous vient en tête de manière systématique, le marathon. Cette épreuve longue distance en course à pied nous vient de Grèce. Pourtant, le marathon n'existait pas lors des premiers Jeux olympiques antiques. Il a été introduit en 1896 lors de la première édition des JO modernes, instaurée grâce au baron Pierre de Coubertin. En effet, seul existait le tour de stade qui faisait environ 192 mètres. Plus tard viendront le double tour de stade, puis les épreuves de fond, le pugilat, le pancrace et autres courses hippiques. Jusqu'en 1908, la distance du marathon n'était pas encore standardisée et variait d'une épreuve à une autre. Elle était aux alentours des 40 km, la distance qui sépare la ville de Marathon de celle d'Athènes. Mais comment en sommes-nous arrivés à 42 km 195, me direz-vous ? En 490 avant Jésus-Christ se déroule la bataille de Marathon en Grèce. S'affrontent alors les Perses, menés par Darius Ier, et les Athéniens, menés par Miltiade. Les Athéniens l'emportent et Philippides, un jeune soldat, est chargé d'apporter la nouvelle de la victoire à Athènes. Ce qu'il fit au prix de sa vie. En effet, il mourut d'épuisement une fois à destination et la nouvelle annoncée. Le marathon de 1908 devait commencer devant le château de Windsor et se terminer au stade d'athlétisme du White City Stadium. La distance initialement prévue était de 26 miles, soit 41 km 843. Le jour de l'épreuve, la distance du marathon fut modifiée. En effet, les coureurs devaient pénétrer dans le stade par l'entrée principale et courir sur la piste dans le sens habituel des coureurs. Attention, ce détail aura son importance un peu plus tard. Mais, suite à un changement de dernière minute, l'entrée royale se trouva inaccessible et les marathoniens durent utiliser l'entrée se situant à l'opposé, puis parcourir les derniers mètres sur la piste dans le sens des aiguilles d'une montre, donc le sens contraire à ce qui se fait habituellement. Lors des 3 Olympiades suivants, la distance changera encore, mais en 1921, il y a un peu plus d'un siècle, la distance exacte des JO de Londres, 42 km et 195 mètres, fut retenue et officialisée, probablement dû au fait que cette course connut un dénouement si particulier. Et cette course, justement, parlons-en. Vendredi 24 juillet 1908, Londres. Il fait 26 degrés quand les 55 coureurs au départ du marathon s'élancent. Près d'1 million de personnes sont dans les rues pour encourager ces braves. Parmi eux, seul un coureur était présent au précédent jeu, Sydney, un Américain. Il y aurait dû y avoir un autre coureur, Frédéric, mais il n'a pas pris le départ. Peut-être avait-il peur que le public le conspue de nouveau, comme ce fut le cas 4 ans plus tôt, lorsqu'il termina premier du marathon, mais après avoir été transporté par un spectateur en voiture du 15e au 32e kilomètre. Bref. L'épreuve est partie sur un rythme rapide, et ce sont 3 Anglais qui prennent la tête de la course et se relaient. Les kilomètres passent et les 3 Anglais mènent un train d'enfer. Le peloton commence à s'étirer. À mi-parcours, le Sud-Africain Charles dépasse tout le monde. Sa foulée, bien supérieure à celle des autres, ne laisse aucune chance à quiconque de réussir à le suivre. De son côté, Dorando, un Italien parti prudemment sur la première partie de course, commence à élever son rythme. Il double des concurrents et se place désormais 3e, puis 2e lorsqu'il double John, l'Américain.
Dorando est un petit Italien qui ne mesure qu'1,59 m, mais au courage exceptionnel. Apprenti très tôt dans une boulangerie, il savait ce que signifiait travailler. Dès qu'il avait du temps libre, il le consacrait à la course à pied ou au vélo, deux sports d'endurance par définition. Le marathon est une épreuve de résistance. Il faut se connaître et savoir gérer ses forces. Lui pensait avoir bien géré, mais ce ne fut pas le cas, comme tant d'autres ce jour-là. Nous sommes à 10 km de l'arrivée et Charles, toujours premier, possède 4 minutes d'avance sur son dauphin et 6 sur le troisième. C'est un écart énorme. Aujourd'hui, avec la densité que l'on rencontre sur ce genre d'épreuve, il est absolument inconcevable d'avoir une telle course. Voyez donc, les premiers se tiennent en quelques secondes. Quelquefois même, la victoire se joue au sprint. Kilomètre 39. Charles est déshydraté. Il n'a pas bu une seule goutte de toute l'épreuve. Il faut comprendre qu'à cette époque, les connaissances en termes de nutrition et d'hydratation ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Imaginez donc, les coureurs ne bénéficiaient pas de ravitaillement en course et ne voulaient pas s'encombrer avec de l'eau. Pire, ils pensaient que boire les pénalisait. Quand on sait que notre corps est constitué à 70% d'eau et que nous en perdons essentiellement par la respiration, l'urine, mais surtout par la transpiration, il est plus qu'important de boire pour compléter nos pertes. D'autant plus vrai sur une course longue et difficile comme l'est le marathon. Donc, comme je le disais, nous sommes au 39e kilomètre. Charles n'en peut plus et s'arrête, épuisé. Il n'a plus la force de continuer. Il accepte la coupe de champagne qu'un spectateur lui tend le long de la route. Dorando le voit, le double et accélère violemment pour ne pas être suivi. John passe également. En vérité, Charles repart, mais ce n'est pas le champagne bu qui l'aide à aller mieux. Au contraire. Il fait de son mieux pour finir la course et rester sur le podium. Il reste peu à parcourir, mais coup de théâtre. Dorando va lui aussi à son tour connaître un problème d'hydratation exacerbé par une fatigue extrême. Il rentre dans le stade et commet une première erreur. Il part dans le mauvais sens avant que les arbitres ne le redirigent. En vérité, il prend le sens qu'il connaît, mais étant donné que le parcours a été modifié au dernier moment et qu'il n'est plus lucide, il se trompe. Il continue sa route et chute. Heureusement, il se relève. Il lui reste désormais moins de 100 mètres à parcourir. Il fait quelques pas, on ne peut plus appeler ça des foulées, et tombe de nouveau. Les 25 000 spectateurs du stade l'encouragent. Il se relève, parcourt encore quelques mètres, mais subit le même sort que précédemment. Il finit au sol. Il est en profonde détresse. Les cris de la foule ne suffisent plus à le remettre sur pied. Les spectateurs repensent alors directement à Philippides et craignent pour la vie du petit Italien. Dans les tribunes, on peut entendre des « Mais bon Dieu, aidez-le !» ou encore « Mais vous n'allez pas le laisser mourir quand même, faites quelque chose !» Alors, les officiels le prennent sous les bras et l'aident à avancer. Plus qu'une quinzaine de mètres. Il les parcourt soutenus de part et d'autre. Il franchit la ligne complètement désorienté, sous les acclamations de la foule. Une trentaine de secondes plus tard, arrive John, puis enfin Charles. Dorando va être sacré champion olympique. Non. En fait, effectivement, il a couru plus vite que ses adversaires, effectivement, il a franchi la ligne d'arrivée en premier, mais personne ne peut le nier, il a été aidé pour parcourir les derniers mètres de sa course. Et ça, le règlement l'interdit. Il est alors disqualifié et finit dernier du classement. Classement qui au final ne comptera que 27 finishers, soit la moitié des partants. Le dernier jour des Jeux, Dorando est acclamé lors de la cérémonie des remises des récompenses lorsqu'il fait son entrée dans le stade et que la foule le reconnaît. Il ne monte pas sur le podium et ne reçoit pas de médaille. Par contre, la reine Alexandra demanda à ce qu'il soit présent à cette cérémonie afin de lui remettre une coupe en argent pour le féliciter d'avoir été au bout de lui-même. Dorando fut ainsi célèbre pour avoir fini premier mais ne pas avoir gagné. Eric, lui aussi, a terminé premier et lui aussi fut classé dernier. C'était à Sydney, un certain 19 septembre 2000. Lui aussi connut ce jour-là l'admiration de millions de personnes. Mais ça, c'est une autre histoire.